de logements sociaux et des différentes difficultés rencontrées par les personnes en des logements difficilement accessibles pour ce public. Nous étions ce matin à Amjago lors de la journée d'information sur le logement organisée par l'UTAS de Dzoumogné. Nous serons également à Dembéni où une convention dénommée Cœur de Ville a été signée entre l'État et la commune. Un dispositif destiné à redynamiser les activités de la commune. L'occasion pour cette dernière de mettre notamment en place un plan pour lutter contre les constructions anarchiques en bord de mer. Et puis nous prendrons la direction de Madagascar où l'élection présidentielle se tiendra ce mercredi. L'effervescence est à son comble à la veille de ce scrutin très attendu par la population. Nous serons en direct de Tananarive, la capitale du pays, où se trouve actuellement notre envoyé spécial, le Miss Bodine Bakar, qui suit pour nous cette élection. Mais tout d'abord, cette information, une nouvelle agression a été commise au lycée agricole de Coconi. Suite à une intrusion de plusieurs cambrioleurs la nuit dernière vers 22h, les deux gardiens de l'établissement ont été sauvagement agressés à l'arme blanche, attachés, séquestrés puis blessés. Ils ont été admis au CHM. Ce matin, les gendarmes ont effectué les premières constatations sur le site. À noter que cette agression est survenue alors que le personnel du lycée exerce son droit de retrait depuis une dizaine de jours suite à la multiplication d'actes de violence, de vol et d'agressions commis dans les différents sites de l'établissement. Et on parle de logement dans ce journal avec cette journée d'information organisée à Amjago par l'unité d'action sociale de Dzoumogné. Les difficultés rencontrées par la population pour obtenir un logement ont été évoquées, mais aussi et surtout la situation des personnes en situation de handicap qui restent les grands oubliés du logement social. À Amjago, Gervais Nithieu et Géraldine Lui. De cette rencontre, s'il y a une image à retenir, c'est incontestablement celle de cet homme en situation de handicap qui interpelle publiquement mais poliment le directeur de la Société immobilière de Mayotte. Le docteur Léo, comme l'appellent affectueusement ses amis, s'étonne de la lenteur dans le traitement de sa demande de logement adapté. L'échange dure une dizaine de minutes, mais il est loin de dissiper les zones d'ombre sur le dispositif d'accès au logement social dans le 101e département français. Par rapport à la personne qui m'a interpellé tout à l'heure, en l'occurrence Dr Léo, qui est très connu à Mayotte, j'ai essayé de lui apporter une réponse. C'est que je ne connaissais pas son dossier en particulier, mais tout simplement, là actuellement, il nous arrive de ne pas pouvoir satisfaire les demandes parce que tout simplement, il n'y a pas de disponibilité. J'ai pas saisi grand-chose dans ce qu'il a raconté. Parce qu'il m'a parlé de disponibilité, il me semble. Et je pense que tous les dossiers sont traités de la même manière. Moi, je ne comprends pas pourquoi le mien, il reste sans issue, quoi. Le docteur Léo a déposé son dossier à la CIM au début de l'année. Le jeune homme de 29 ans vit à Amjago, dans la commune de Samboro, dans le nord de Mayotte. Il souhaite quitter la maison familiale, pas du tout adaptée à son handicap. Ces accès-là qu'on a fait construire en 2014, il me semble, elle est trop raide. Moi, je ne peux pas monter dessus et descendre. De jour comme de nuit, fatigué ou en forme, le docteur Léo doit faire le tour du pâté de maison pour accéder à sa chambre. Pour lui, c'est presque un parcours du combattant. Faute de logement décent et adapté à son handicap, cet habitant de Amjago se sent pratiquement exclu de la société. Quand on a un logement, on a un travail, on a son permis, on a sa femme, on est inclus dans la société, quoi. Du coup, moi, j'ai 29 ans. 29 ans et je vis encore ma bonne femme de maman, elle est encore là, quoi. Heureusement. Mais elle ne sera pas tout le temps là, c'est ce que je lui dis. Elle ne sera pas tout le temps là pour moi, donc il me faudrait partir. Et partir, c'est vraiment avoir l'accès à la liberté, quoi, l'accès à tout. Et c'est ça qui nous permet d'être un citoyen du monde. Sur les 275 logements en locatif social qui existent dans le département, moins de 30 sont occupés par des personnes en situation de handicap. La Société immobilière de Mayotte promet de régler au plus vite ce problème. Le docteur Léo espère bénéficier de l'un des 400 logements qui, d'après la CIM, sont en cours de construction sur l'île.
Autre titre de l'actualité, cette convention signée hier entre l'État, la Banque Postale et les CCAS face aux difficultés rencontrées par beaucoup pour ouvrir un compte bancaire en raison de l'absence de ressources financières. Les trois entités ont décidé de pallier le problème en allégeant leurs démarches. Hachim Saïd Hachim, Assad Arazafitehen. Cette convention dite d'intermédiation, signée ce lundi, est applicable dans les communes de Sada, Bouéni, Chirungi et Akwa. À Mayotte, plusieurs centaines de personnes réparties sur le territoire ont besoin de cet accompagnement. Nous rencontrons souvent des difficultés d'ordre social liées au compte bancaire. Parce que, par exemple, quand on reçoit des personnes, qu'on les accompagne, on arrive souvent à une limite, c'est le compte bancaire. Donc pour les personnes qu'on accompagne dans l'ouverture des droits, donc les prestations sociales, les droits sociaux tels autres que le RSA ou autres. L'objectif est d'ouvrir des comptes et rapprocher ces personnes des banques. Les clients qui, on va dire, ont accès au CCAS sont dans des situations, on va dire, compliquées. Et que justement, par rapport à ces personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir de justificatif, par exemple de domicile, le CCAS leur donnera une attestation d'hébergement qui nous permettra, à nous, d'ouvrir le compte, puisque ce justificatif est conforme à l'attendu des banques, pas seulement de la Banque Postale. 4 centres communaux d'action sociale pilotent pour préparer l'organisation et l'accueil des personnes. Il faut que nous testions, notre accompagnement des CCAS pour savoir s'ils sont en capacité d'accompagner eux-mêmes les personnes qui voudraient ouvrir un livret A ou un CCP. Et puis 2, notre organisation à nous, parce que nous allons mettre en place une organisation dédiée pour accueillir ces personnes qui peuvent être en difficulté parce que ne possédant pas la langue ou ne possédant pas les codes du bancaire. Ça veut dire que ces gens-là qui n'avaient pas de justificatif, problème de domiciliation, étaient totalement rejetés. Ils pouvaient l'être, ça pouvait être au mieux un chemin kafkaïen et ils y arrivaient, au pire un univers bancaire qui leur était refusé. Le problème de la domiciliation étant résolu, il reste celui de l'adressage, l'un des points noirs de ce projet d'accessibilité aux droits bancaires. On a à peu près la moitié du territoire qui n'est pas couvert par l'adressage. C'est un problème d'ailleurs pour l'accès aux droits, on le voit. Il va falloir continuer cet effort. J'en parle fréquemment avec l'association des maires, d'ailleurs, avec le président de l'association des maires, pour voir comment on va pouvoir accélérer, en lien avec la Poste d'ailleurs aussi, qui est principalement concernée et qui a de l'ingénierie pour trouver des solutions, pour voir comment dans un délai très bref, 1 an, 2 ans, on va améliorer cette situation de l'adressage à Mayotte pour couvrir l'ensemble du territoire. Ce partenariat expérimental sur 4 communes de Mayotte doit être une réussite pour l'accès aux droits des personnes qui en ont besoin. Dans l'avenir, ce partenariat devrait être étendu sur le territoire avec d'autres CCAS de l'île. Autre convention dans l'actualité, celle du partenariat entre la préfecture et 4 communes de l'île, Dzaoudi l'Abattoir, Pamandi, Mamoudzou et Dembéni, 4 parmi les 222 lauréats du dispositif Cœur de Ville, dispositif national de grande envergure, plus de 5 milliards d'euros de financement sur 5 années pour permettre aux candidats retenus de redynamiser leur centre-ville. Aujourd'hui, le représentant de l'État à Mayotte a fait le tour de ces 4 villes pour signer cette convention de partenariat, comme à Dembéni ce matin, où il s'est exprimé au micro de Laïni Saïd Hachim et Daniel Abdou. Sur ces 222 villes, il y en a 4 qui concernent Mayotte, Mamoudzou, Dembéni, c'est la convention que nous avons signée maintenant, et on va en signer aussi, nous avons signé 2 autres conventions, à Pamandi et à Dzaoudi l'Abattoir. C'est un moyen pour l'opération Cœur de Ville d'améliorer l'aménagement des centres-villes, pour redonner vie ou créer ce qu'on appelle de la centralité du centre urbain, pour améliorer la vie et les services pour la population. Alors à Mayotte, on est dans un contexte particulier, parce que très souvent au plan national, c'est des centres-villes qui meurent, qui dépérissent, parce que la population disparaît des centres-villes souvent. Ici c'est différent, on est dans des communes qui ont des taux de croissance considérables. Dembéni, c'est 7,7% de croissance de la population par an. Donc il s'agit de structurer la circulation dans ces villes, d'améliorer les logements, de donner de la continuité entre différents quartiers, de créer un certain nombre d'équipements.
Une commune de Dembéni qui reste porteuse de nombreux projets sur son territoire. Avec Mamoudzou, il est notamment question de profiter de ce dispositif pour lancer plusieurs chantiers, comme sur le front de mer ou en centre-ville, mais aussi sur des actions de développement des zones d'activité. Plusieurs partenaires publics et privés devraient y participer. On retrouve Laïni Saïd Hachim et Daniel Abdou. Parmi les priorités, la remise en l'état de la mangrove asphyxiée par les déchets en provenance notamment des habitations illégales construites au fil des années. Pour les partenaires de la Convention Cœur de Ville, il est urgent de passer à l'étape supérieure afin de stopper le développement de ces cases. Il s'agit de repérer les tentatives de construction d'habitat illégal, soit par des patrouilles terrestres, des services de la mairie, de la police municipale, soit par surveillance par drone. On va tester la surveillance par drone pour repérer ces constructions ou ces démarrages de construction pour immédiatement intervenir et pour empêcher ces constructions. L'amélioration des conditions de vie des 16 000 habitants à travers la réhabilitation ou construction de logements, le renouvellement du centre urbain, la mobilité pourrait être un des leviers. La commune de Dembéni veut agir aussi sur l'environnement et accompagner la dynamique économique de cette zone avec la réalisation d'une technopole ainsi que l'extension du centre universitaire pour appuyer la recherche et l'innovation. Entre Sarano et Dembéni, donc la circulation qui serait réservée, normalement donc pour les véhicules, mais sur lesquels il y a aussi les élèves, la population qui a besoin de passer sur la voie où les véhicules passent. Et donc nous avons à sécuriser ces passages. Nous avons aussi la plage d'Iloni qu'il faut aussi aménager, puisque c'est la seule plage qu'il y a sur le sud de Mamoudzou et jusqu'à Jangwa. Nous avons aussi donc à protéger la mangrove par un sentier qu'on appelle le sentier piéton sportif et aussi touristique. Reste maintenant à la commune de Dembéni et la ville de Mamoudzou, les deux localités de la Grande Terre retenues dans le dispositif Cœur de Ville, de mettre toutes les études en œuvre pour décrocher le financement de chacun de leurs projets. Vous l'aurez sans doute remarqué, un imposant centre commercial est sorti de terre au niveau du rond-point du Baobab sur la route du stade de Cavani. L'établissement ouvrira ses portes ce mercredi. Il s'agit du deuxième dans le département et à la veille de son ouverture, nous avons cherché à savoir quels seront ses impacts économiques et sociaux. Réponse dans ce reportage d'Anliat Bouanaïssa et Yasmine Jaffar. C'est un centre commercial d'un nouveau genre sur le département. Sa position géographique est déjà un atout important pour les consommateurs. Ça contribue à une forme de rééquilibrage au niveau des centres commerciaux parce qu'on n'est plus obligé, notamment les gens du sud et du centre, ne sont plus obligés de traverser tout Mamoudzou Kaweni pour aller vers le nord. Donc déjà, c'est une forme de rééquilibrage du territoire par rapport à cette offre de service. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le fait de constater qu'à Mayotte, la société de consommation est bel et bien rentrée dans les mœurs. C'est ici au Baobab que convergent les jeunes du collège de Ngombani et du lycée de Mamoudzou, des jeunes qui consacrent une grande partie de leur budget à l'alimentation. Ce service est donc une aubaine pour entrer pleinement dans la société des consommations. Son emplacement va également créer des problèmes de circulation qui vont donner du fil à retordre aux agents de sécurité sur place. Ça va permettre, certes, aux personnes qui viennent du centre et de tout le Grand Sud de pouvoir accéder à cette offre de service. Mais justement, cela va créer tout de suite des embouteillages montent parce que j'imagine, enfin je vois très bien que les personnes, lorsqu'ils vont rentrer déjà, c'est là où il y a une forme de concentration des embouteillages, mais c'est là où les gens vont profiter, lorsqu'ils vont rentrer du boulot, d'aller faire leurs courses. Donc là, dans la semaine, ça va être encore un embouteillage monstre. Et l'endroit, même si elle est stratégique, mais on constate quand même que là, dans cette zone, la manière dont la configuration fait que déjà la zone est bouchée. Autre aspect, l'hypermarché du Baobab va accroître la concurrence quand on sait qu'à Mayotte, les prix des produits sont très élevés. C'est une amélioration de la qualité des produits proposés, mais surtout du niveau des prix qui vont être proposés aux consommateurs. On peut espérer que cela sera au bénéfice des consommateurs.
On peut espérer que cela se traduira par une baisse des prix d'une manière générale dans ce secteur-là. Maintenant, c'est un espoir et puis ce sont les effets théoriques attendus d'une augmentation de la concurrence. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir quelle sera la place réservée aux produits locaux et que deviendront les commerces de proximité. La politique dans la région avec les Malgaches appelés à s'exprimer dans les urnes demain, mercredi 7 novembre. Les électeurs de la Grande Île devront choisir leur futur chef d'État dans ce scrutin présidentiel. Sur place, nous rejoignons à Tananarive, capitale du pays, notre envoyé spécial Misbah Oudine Bakar. Bonsoir Misbah. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation sur place à la veille de l'élection ? Bonsoir Papinon. Alors il faut savoir que la campagne électorale s'est achevée lundi 5 à minuit. Et tout au long de la journée, ici, les Malgaches ont observé ce qu'ils appellent le silence électoral. Un mois de campagne relativement calme, mais dans une atmosphère tendue. Il faut savoir que ces élections ont été organisées quelques mois après une crise sociopolitique qui a fait 2 morts. Et d'ailleurs, un gouvernement de l'Union nationale a été mis en place, ce qui a permis d'apaiser la situation et qui a permis, entre autres, aux sortants de se représenter. Et en parlant de sortants, sachez qu'il y a 36 candidats en lice et parmi eux des anciens présidents de la République. Et bien avant la campagne, certains candidats ont dénoncé de nombreuses irrégularités en appelant en vain le report de ces élections. Justement, alors concernant ces élections, comment va se dérouler le processus exactement ? Près de 10 millions de Malgaches sont donc appelés demain aux urnes pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Ouverture des bureaux à 7h, fermeture à 17h. Et de nombreux observateurs internationaux de l'Union européenne, mais aussi de l'Union africaine, sont bien présents pour le bon déroulement de ce scrutin. Le port de téléphone portable est interdit dans les bureaux de vote, mais aussi et surtout dans l'isoloir. Et aussi évident que cela puisse paraître, la Commission nationale électorale indépendante a précisé que seuls ceux qui sont inscrits sur les listes électorales prendront part au vote. Et sachez que c'est un scrutin sous haute surveillance. Ici, dans la capitale malgache, pas moins de 1000 policiers mobilisés. Merci Misbah Oudine Bakar en direct de Tananarive, la capitale malgache. Misbah Oudine accompagné de Fahar Hosseini. Connaître son histoire, l'histoire de son pays et de ses origines. L'objet d'une conférence internationale organisée par le département de Mayotte en partenariat avec l'université pédagogique de Maputo, de l'université de Dar Salam. Événement à suivre du jeudi 15 au samedi 17 novembre à l'hémicycle du conseil départemental. Il s'agit ici d'une conférence axée sur les civilisations du canal de Mozambique. Au total, ce sont 26 conférenciers de Mayotte, Madagascar, des Comores, Tanzanie, du Kenya, de Mozambique et du Brésil qui interviendront pour parler des croisements des cultures et des populations. Une conférence libre d'accès qui devrait permettre à beaucoup de Mahorais de connaître ou mieux connaître leur propre identité ainsi que leurs origines. Alain Kamal Martial et Bourhan Alaoui s'expriment au micro de Yasmine Jafar. On les écoute. C'est pour la première fois qu'on va pouvoir rassembler autant de chercheurs universitaires qui sont spécialistes de ces domaines et qui vont pouvoir apporter aux Mahorais des réponses aux questions qu'on se pose quotidiennement. Ça, c'est la première importance. Deuxième importance, de par cette initiative, nous allons pouvoir publier des actes de conférences qui vont circuler dans la région et qui vont permettre de mieux connaître Mayotte et notamment dans son choix de Mayotte française. Notre objectif, c'est de voir un jour l'histoire de Mayotte être enseignée dans nos établissements scolaires. Pas seulement l'histoire, mais aussi la langue. Aujourd'hui, on se rend compte que jusque-là, l'histoire de Mayotte est restée orale. Donc aujourd'hui, nous nous déployons quand même de mettre une base, d'avoir des ouvrages, donc des écrits, pour que justement l'histoire de Mayotte soit enseignée dans les écoles.
Et pour terminer cette édition, je vous propose de revenir sur cette cérémonie d'hommage rendue à 2 élèves de classe de 3e du collège de Passamenti. Ils sont lauréats du prix international jeunesse d'art visuel dans le cadre du Festival d'art contemporain des Comores. Il se tenait il y a quelques semaines à Moroni. Et ce lundi après-midi, la cérémonie qui revenait sur leur performance a eu lieu au collège en présence des enseignants et des parents d'élèves et sous le regard très attentif d'Anliat Wanaïssa et Alda Alidi. Pour la 2e fois depuis la création du festival en 2018, les Maoris remportent ce prix international jeunesse d'art visuel doté de 1 000 €, une étape d'un programme d'action à l'adresse de la jeunesse, une jeunesse qui a besoin d'être encouragée. Jadid est l'un des gagnants. Pour lui, c'est une belle opportunité. J'ai réalisé la peinture et je l'ai un peu aidé à faire le thème. Le premier A, ça représente les hommes, sont produits en Afrique. Le deuxième A, c'est l'Asie. Le troisième A, c'est Amérique. Et le E, c'est Europe. Et le O, c'est Océanie. On est content, on pourra aider la famille. L'universel, c'était le thème du concours. La musique n'a pas de frontières et celui choisi par les 4 équipes des Seychelles, Grande Comore, Moélie et Mayotte. Ça montre que Mayotte a un regard qui est tourné vers les arts contemporains. Ça n'est pas donné à tout le monde. Ça n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas en capacité de comprendre l'intérêt de cette implication de sa société. Comprendre les arts, c'est comprendre comment va avancer le monde. Les arts, c'est la première expression humaine. Un autre concours sur le thème « On partage » se fera à Mayotte pour les 15-18 ans. Il est déjà lancé depuis plusieurs mois. A noter que des lycéens de Sada avaient également remporté ce prix en 2016. Fin de ce journal. Parmi les titres principaux développés dans ce journal, nous retiendrons ces difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap à la recherche de logements sociaux. Nous étions à Amjago ce matin lors de la journée de l'information sur le logement organisée par l'UTAS de Dzoumogné. Interpellé par un concerné, le directeur de la CIM a rassuré régler assez rapidement les différents problèmes. En effet, sur les 275 logements sociaux, au moins de 30 sont occupés par des personnes en situation de handicap. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Des informations à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre site internet et sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. L'info revient demain en radio avec l'équipe de la matinale à 5h. Puis à 13h pour le journal télé de la mi-journée. Passez une merveilleuse soirée sur la première. On se retrouve demain, mercredi, 19h.